C'est un plaisir que de recevoir M. Juteau parmi nous parce qu'il vient de Londres. En latitude, il y a une différence, je crois, de combien? Ici, on est à 50 degrés. 40, 41, 42 par là? 42. Donc, il y a 8 degrés d'altitude de différence. Et puis, c'est pas 8 degrés en ligne droite, c'est 8 degrés un petit peu en oblique, puisque Thierry nous vient du nord de l'Espagne. Et il vient spécialement pour nous parler de son sujet préféré, un sujet qui le passionne depuis 45 ans, voire plus, et qui, je pense, passionne tout le monde, c'est, en gros, ce qui a touché à la disparition des dinosaures. Par rapport à la formation de Thierry Juteau, c'est marqué en bas. Et comme c'est quelqu'un de très simple, je sais qu'il n'aime pas trop qu'on rappelle ses titres. En tout cas, moi j'ai fait sa connaissance sur la couche KT de Zumaya. Vous allez savoir dans très peu de temps ce qu'est la couche KT pour les personnes qui l'ignorent encore. Lors de 2 visites, parce qu'on s'est vu 2 fois là-bas, des visites commentées, guidées de ce site absolument extraordinaire dont vous entendrez parler pendant la conférence à de nombreuses reprises, je pense. Et quand j'ai vu avec quelle pédagogie, quelle simplicité et quelle clarté les explications étaient données, je m'étais dit, quand on a commencé à composer le cycle de conférence ici, il nous faut Thierry Juteau à Archéos. Alors vous allez me dire, les dinosaures, c'est quoi vraiment le rapport avec la Lune? La Lune, c'est qu'en fait, les dinosaures ont en partie disparu avec à la suite de l'impact d'un astéroïde sur la Terre. Donc, la relation, donc, elle est directe, puisque la Lune est constellée de cratères, d'impacts, donc semblables pour certains d'entre eux à ce qui s'est passé donc, il y a 65,6 millions d'années. Mais je ne vais pas être plus long, je vais donner la parole à Thierry en vous souhaitant une excellente soirée. Je sais qu'elle sera très, très intéressante pour tout le monde. D'abord, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir dans ce magnifique musée, tout neuf, parce qu'il a quelques années, et pour voir cette belle exposition sur la Lune que Philippe vient de me montrer, c'est un très beau travail, et j'admire aussi cette magnifique salle de conférence, et j'adore les écrans géants comme ça. Bien, alors, que s'est-il passé exactement sur la planète Terre il y a 65 millions d'années? Pourquoi les dinosaures ont-ils été balayés de la surface de la Terre? Mais non seulement les dinosaures, environ 70% de toutes les espèces terrestres et marines ont disparu avec les dinosaures. Alors, cette disparition a été une énigme pour les paléontologistes en particulier, qui pendant des années et des années ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et si on remonte aux années 1970, même à la fin des années 70, il y a 40 ans, c'était encore l'impasse totale. Plus de 100 hypothèses avaient été émises, aucune n'était fondée, aucune n'était crédible, tout pouvait être réfuté facilement. Et finalement, c'est à la fin des années 70 qu'a démarré une enquête scientifique absolument extraordinaire qui a mobilisé des centaines de scientifiques dans des disciplines extrêmement variées et souvent des disciplines qui s'ignoraient complètement, comme on va le voir, et même parfois qui peut-être se méprisaient un peu. Ce travail des scientifiques pendant des années et des années, eh bien, finalement a livré quelques hypothèses et même quelques certitudes dont nous allons parler. Alors, pour introduire mon sujet, je vais vous emmener dans mon pays d'adoption, dans le Pays Basque, où j'habite depuis 15 ans. J'habite à San Sebastián, en Espagne. Et les belles falaises de la côte basque, dont vient de parler Philippe, de Biarritz à Bilbao, sont formées d'une seule et même formation géologique. C'est une série sédimentaire qu'on appelle le flysch de la côte basque, qui ressemble à un gigantesque millefeuille
parce que ces sédiments marins sont des couches alternativement dures et moins dures, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'un millefeuille stratifié, répété des milliers de fois. Alors vous voyez la carte, là, vous voyez en haut là-bas à droite Biarritz, Bayonne, et puis il roule sur la frontière, et la frontière entre la France et l'Espagne. Moi j'habite du côté espagnol, à San Sébastien, et puis à 30 km à l'ouest de San Sébastien, il y a la fameuse coupe géologique de Soumaya, qui est une des coupes géologiques les plus étudiées au monde, qui fait venir qui a fait venir des milliers de spécialistes du monde entier pour l'étudier. Et nous allons regarder ça un petit peu. Alors, vous avez en bas le plan de la petite ville de Soumaya. Et ici, vous voyez, vous avez la plage, qu'on appelle la plage d'Itsoul. Et alors, les sédiments marins qui s'étaient déposés gentiment à plat pendant des millions d'années, ils se sont déposés pendant presque 100 millions d'années, pendant exactement 90 millions d'années, de moins 130 à moins 50 millions d'années. Et ils se sont déposés au début du Crétacé dans un bassin qu'on appelle le bassin du Flysch, et on l'appelait aussi le bassin pyrénéen, parce que ce bassin séparait le bloc ibérique qui était à l'époque beaucoup plus éloigné de l'Europe qu'aujourd'hui, de plusieurs centaines de kilomètres. Et les Pyrénées n'existaient pas encore. À l'époque, il y avait ce bassin du Flysch dans lequel ces sédiments se sédimentaient très lentement. Alors ensuite, lorsque le bloc ibérique est venu en collision contre l'Europe, eh bien, ces sédiments ont été violemment plissés, déformés, redressés parfois jusqu'à la verticale, comme vous le voyez ici, dans cette fameuse coupe de Soumaya. Les sédiments sont presque verticaux. Alors, le haut est par là, le bas est par là. C'est-à-dire, plus on va vers la gauche ici, plus les sédiments sont anciens, et plus on va vers la droite, plus on va vers la gauche, plus ils sont récents. Et ces sédiments traversent la limite secondaire tertiaire, c'est-à-dire ils démarrent au Crétacé, qui est la dernière période de l'ère secondaire, et ils continuent au début de l'ère tertiaire jusqu'à moins 50 millions d'années quand les plissements pyrénéens ont commencé. Alors, dans cette série ici, qui affleure tout le long, jusque par là, vous voyez, on compte environ 10 millions d'années pour déposer les sédiments qui sont là. Et il y a des séparations que vous voyez là, sont des séparations entre des étages. Les paléontologistes en particulier ont pu étudier en grand détail l'abondante faune et microfaune qui existait dans cette mer chaude et tropicale. Et grâce à l'abondance des fossiles, si vous voulez, on a pu dater très précisément ces terrains. Et on voit que dans la partie qui est ici, là on est dans le Crétacé supérieur, et là nous avons la fameuse limite que l'on appelle KT, ce qui veut dire Crétacé tertiaire, qui sépare les roches de l'ère secondaire des roches de l'ère tertiaire qui affleurent ici. Alors voici une vue de ces sédiments redressés à la verticale. Là on est sur l'arête d'Algori et tous les sédiments que vous voyez autour de la plage d'Itsoul appartiennent au début du tertiaire. En haut, la petite chapelle de San Telmo. Et puis alors, quand on s'approche de la limite KT, eh bien, on est dans un site géologique absolument extraordinaire que vous voyez ici. On voit sur la gauche des calcaires assez mous, parce qu'ils sont argileux, ce sont des marnes au point de vue géologique, des calcaires argileux. Ils sont aussi un peu rougeâtres, vous voyez, ils sont colorés par des oxydes de fer. Et puis alors ces calcaires marneux, ils vont jusqu'à une espèce de gouttière ici, creusée par la mer,
et qui est creuse parce que c'est une couche d'argile. Une couche d'argile qui fait 2 à 3 cm d'épaisseur seulement, et qui est la couche que l'on appelle le KT, qui est exactement à la limite entre l'ère secondaire ici qui se termine et l'ère primaire, l'ère tertiaire ici qui commence, avec des calcaires beaucoup plus durs, ce qui fait que ces calcaires beaucoup blancs et durs que vous voyez là, qui sont les tout premiers mètres, si vous voulez, de sédiments d'âge tertiaire, et bien ils forment une espèce de calcaire, de casquette résistante qui surplombe la couche calcaire. Alors Philippe se rappelle sans doute que quand on va toucher la couche calcaire à marée basse, hein, parce que la marée remonte très vite, on fait pas attention, on descend par la gauche là et puis on franchit ici c'est quelques mètres de sédiments crétacés supérieurs, et puis on peut aller toucher du doigt cette fameuse couche d'argile très mince que l'on appelle la couche calcaire. Alors là c'est avec une excursion, vous voyez, on a ces calcaires marne rouge au premier plan, la couche calcaire sous la casquette ici, dans une espèce de gouttière, et puis les calcaires durs du Danien, c'est le premier étage de l'ère tertiaire. Alors voilà une vue encore plus proche de cette limite calcaire. Et là vous la voyez, vous voyez cette couche d'argile, c'est uniquement ceci. Cette couche grise ici qui est limitée par des petites failles remplies de calcite à la base, parce qu'elle était assez sévèrement comprimée lors du glissement pyrénéen. Alors comme je vous le disais, ces sédiments au Crétacé sont très riches en fossiles, car à l'époque, la France et l'Espagne étaient sous les tropiques et sous un climat tropical. Et d'ailleurs, au Crétacé supérieur, la Terre entière était sous un climat quasiment tropical. Il n'y avait pas de calotte glaciaire au pôle, par exemple. Et donc, les températures étaient beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. Et dans cet océan chaud, eh bien, il y avait des fossiles qui accumulaient, en particulier les célèbres ammonites, que vous connaissez certainement, ces céphalopodes, la structure enroulée, qui nagent de manière verticale. Là, à gauche, vous avez la trilogie, si vous voulez, des 3 fossiles emblématiques de toute la côte basque. Ce sont les ammonites en haut, des gros bivalves qu'on appelle des inocérams, et puis des oursins qui vivaient sur le fond de la mer. Alors, les inocérams et les ammonites ont tous disparu à la limite KT. Par contre, les oursins ont réussi à passer la crise, puisqu'ils sont encore là aujourd'hui. Voilà, donc les ammonites qui ont toutes disparu, et le long de la côte basque, c'est particulièrement évident. Par ailleurs, en plus des macrofossiles, comme les ammonites ou les inocérams, il y a des microfossiles qui font à peine 1 mm de diamètre. Vous voyez l'échelle de 1 mm. Et ces microfossiles, ce sont des êtres unicellulaires qui constituaient le plancton de l'époque et qui vivaient en surface de la mer. Et la plupart appartiennent à une grande famille qu'on appelle les foraminifères. Et il y a en particulier 2 espèces qui se détachent, qui sont extrêmement abondantes dans les sédiments du flysch crétacé supérieur de toute la côte basque. Ce sont les hétérohélicidés en forme de cône ou de cornet de glace. Et puis les globotrincanidés qui ont des formes beaucoup plus globulaires avec des loges, des formes très caractéristiques. Alors ces microfossiles sont extrêmement abondants dans tous ces sédiments du Crétacé, et en particulier à Soumaïa. Je vous les montre ici, vu au microscope électronique, avec les globotrincanités à gauche, vous voyez, avec leurs formes très caractéristiques, et les hétérohélicidés. Voilà 2 formes de foraminifères extrêmement courantes dans tout le Crétacé supérieur, et
eux aussi vont disparaître brutalement à la limite Crétacé-Tertiaire. Alors, si on passe du côté français maintenant, eh bien, grâce au plissement de toute la série de friches, la couche cathée apparaît plusieurs fois, et en particulier à Hendaye et à Bidart. Alors, à Hendaye, vous avez ici une magnifique plage de Hendaye, avec la Bidasoa dans le fond, qui fait la limite avec l'Espagne. Et puis là, vous avez les belles falaises du domaine d'Aradia, avec son château qui serait quelque part par là. Alors, les deux rochers emblématiques de Hendaye, qu'on appelle les deux jumeaux, sont en danien. C'est des calcaires daniens, donc les premiers mètres du sédiment tertiaire. Tout ça, c'est des calcaires durs du danien. Et puis ici, sur cet éperon, il y a la couche cathée qui sépare donc les premiers mètres de tertiaire du Crétacé supérieur qui affleure dans la baie de Loya. Alors voilà cette couche cathée telle qu'on pouvait la voir en 2005 par exemple, hein, il y a 14 ans maintenant. Alors elle était extrêmement affouillée par la mer et par les intempéries, oui, puisque c'est une couche d'argile tendre. Elle était là, une couche de quelques centimètres d'épaisseur, séparant les calcaires durs du Danien des calcaires marneux du Crétacé. Un site très spectaculaire aussi, et qui malheureusement a disparu à cause d'un séisme qui a eu lieu en Navarre espagnole et qui a fait écrouler toute la structure, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, la couche cathée, eh bien, elle est cachée sous un gros tas d'éboulis qui se sont écoulés. Mais heureusement, il reste un petit îlot derrière cet éperon où on peut voir encore la couche cathée magnifiquement. Vous voyez, c'est quelques centimètres d'argile pure séparant le Crétacé du Tertiaire. Alors, si nous allons... Alors, il y a eu des études paléontologiques très poussées dans la baie de Loya, à Hendaye. Et là, vous voyez une étude sur les ammonites. On a distingué une trentaine d'espèces d'ammonites différentes, rien que dans les dernières centaines de mètres du Crétacé. Et là, vous voyez donc ici le Crétacé supérieur, avec des couches calcaires qui alternent avec des couches de marbre. Et puis, la limite entre le Maastrichtien, qui est le dernier étage du grandeur, et le Danien, vous voyez, c'est la couche cathée. Il y a marqué limite cathée. Et alors, les gros traits noirs que vous voyez correspondent chacun à une espèce d'ammonite. Et vous voyez l'intervalle dans lequel on les a trouvés dans ces sédiments. Alors, il y en a certains qu'on a trouvés à un niveau précis, à une certaine distance de la limite cathée, d'autres sur des intervalles beaucoup plus grands, et d'autres qu'on a trouvés sur un grand intervalle et qui va jusqu'à quelques mètres, voire quelques centimètres de la limite cathée. Regardez toutes ces espèces d'ammonites qui sont à droite, là, eh bien elles viennent toutes, on les a trouvées à quelques centimètres, pour la plupart d'entre elles, sous la limite cathée, mais aucune ne dépasse cette fameuse limite cathée. Autrement dit, il y a une trentaine d'espèces d'ammonites qui ont toutes disparu brutalement au passage de cette limite cathée. Alors, comme à Soumaya, on observe aussi un renouvellement complet de la microfaune. Les Globotroncana et les Heterohelix que je vous ai montré tout à l'heure sont complètement remplacés par d'autres espèces de foraminifères dans les premiers mètres du tertiaire, et ce sont des espèces totalement rabougries, peu nombreuses, et on voit vraiment que la vie a du mal à redémarrer après une catastrophe dont il faut essayer d'élucider la nature. Et puis un peu plus au nord, il y a à Bidart, juste au sud de Biarritz, il y a la couche cathée qui affleure aussi. La voici, vous voyez, avec toujours le même phénomène, une mince couche d'argile affouillée par la mer qui sépare les derniers mètres du Crétacé et les premiers mètres du Tertiaire. Alors, la conclusion
conclusion provisoire déjà, c'est qu'avec les dinosaures et les ammonites, plus de 70% des espèces marines et terrestres et sans doute 80% des individus ont brutalement disparu à la limite captée il y a 65 millions d'années. C'est ce qu'on appelle une extinction en masse. Et elle marque la fin de l'ère secondaire. Les paléontologistes du 19e siècle avaient déjà repéré ce renouvellement de faune à ce moment-là et en avaient fait une grande coupure géologique entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire. Et les dinosaures, me direz-vous? Eh bien, les dinosaures, on les trouve en Espagne, à 200 km plus au sud, là où était le rivage de l'époque. Si vous allez au sud, dans la province de Rioja, célèbre pour ses vins, eh bien, la ligne de rivage de l'époque, elle était là. Et tout ce qui était au nord était sous l'eau. Les montagnes basques, c'est ce qui est marqué en 3, vous voyez. Il y avait quelques îles qui émergeaient, il y avait des récifs aussi, mais tout était sous l'eau, toute l'Aquitaine jusqu'au massif armoricain qui, lui, était émergé, et le massif central qui était émergé. Si vous voulez, l'Europe occidentale, c'était une série d'îles qui étaient entièrement ennoyées par des mers peu profondes et très chaudes. Alors, la marge continentale de l'époque, au Crétacé, eh bien, elle est très intéressante parce qu'il y avait de nombreux marécages dans lesquels pataugeaient des milliers de dinosaures qui ont laissé leurs traces. Et dans la province de Rioja, donc à 200 km au sud du Pays Basque, il y a une route qu'on appelle la route des dinosaures. Et sur 50 km de long, on peut observer des dalles gigantesques couvertes de traces de pas de dinosaures. Je vais vous en montrer quelques-unes. Qui vivaient donc au moment où se déposait le friche que nous avons vu sur la côte basque. Alors voilà, cette route des dinosaures de la Rioja est très bien jalonnée, expliquée. Il y a tout un parcours avec des panneaux et on reproduit les dinosaures en grandeur nature tout le long du périple. Alors si on regarde ces dalles de près, on peut voir soit des traces de pas, vous voyez, sous forme de pattes du genre pattes d'éléphant, très rondes. Ça, c'est typique des herbivores, des dinosaures herbivores. Et là, vous voyez, on a au moins deux individus là, l'un avec des grosses pattes, l'autre avec des pattes plus petites, qui se côtoyaient. Et puis, on voit d'autres pattes, types de pattes tout à fait différentes. Là, c'est des pattes à 3 doigts sous forme de griffes. Ce sont les carnivores qui, justement, chassaient les herbivores. Voilà. Alors, il y a 80 000 traces de ce genre en Rioja. Et vous voyez, à côté de chaque gisement, on a mis les bestiaux grandeur nature. Et pour les scolaires en particulier, c'est un parcours qui est très prisé. Alors, arrêtons-nous un moment sur ces dinosaures. À l'époque du Crétacé, ils pullulent et ils règnent sans partage sur tous les continents. Ils sont là depuis 160 millions d'années. Les premiers dinosaures qui ont été répertoriés, les plus anciens, ils datent de la base du Trias, il y a 210-220 millions d'années. Et ensuite, ils se sont diversifiés d'une manière extraordinaire. Il semble qu'il y ait eu plus de 1000 espèces de dinosaures qui se sont succédées dans le temps pendant ces 160 millions d'années. Bien entendu, au Crétacé, on n'avait pas 1000 espèces de dinosaures, car beaucoup d'espèces étaient déjà disparues et elles se relayaient les unes les autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'au Crétacé supérieur, avant la crise, il y avait des centaines d'espèces de dinosaures, des petits, des gros, des herbivores, des carnivores. Certains peut-être à sang chaud, ça c'est encore débattu. Et on peut dire que le secondaire c'est l'ère des reptiles parce que en même temps, dans les mers régnaient des reptiles géants,
Alors, ce n'est pas des dinosaures qui sont retournés à la mer, hein, ça, ce sont des reptiles différents, mais qui atteignaient des tailles monstrueuses, plus gros que les baleines bleues actuelles. Et puis dans les airs, on avait aussi des reptiles volants qui avaient des tailles monstrueuses. Alors il y en a un, le ptéranodon, qui a été bien mis en scène dans Jurassic Park, hein, et dans les films qui ont suivi. Et donc tous ces reptiles de grande taille, qu'ils soient marins, qu'ils soient volants, ou qu'ils soient tout simplement développés à terre, tous ont disparu brutalement à la fin de l'ère secondaire. Alors, comme je vous le disais, en 1979, c'est-à-dire il y a exactement 40 ans, quand on relit la littérature de l'époque et les congrès aussi, les actes des congrès entre paléontologistes qui se tenaient à l'époque, c'est l'impasse totale, car personne n'a pu mettre en avant une théorie qui explique cette extinction en masse mondiale et qui a duré apparemment très peu de temps à la fin de l'ère secondaire. Et un grand spécialiste des dinosaures, Dave Russell, en 1979, a publié un article, l'énigme de l'extinction des dinosaures, dans laquelle il cite plus de 100 explications différentes qui ont été proposées par les uns et par les autres, certaines très farfelues, d'autres beaucoup moins, mais la plupart, enfin presque toutes, faisaient appel à des phénomènes géologiques connus. Alors soit des variations climatiques, soit des coups de chaud, soit des coups de froid, soit des inondations et des pluies énormes, soit des périodes de sécheresse ayant duré très longtemps. D'autres ont pensé que peut-être il y avait une compétition entre les mammifères qui à l'époque étaient tout petits, des petits rongeurs, mais qui se développaient d'une manière très, très importante. Et peut-être qu'ils mangeaient les œufs des dinosaures et qu'ils ont fini par les éradiquer. Certains ont dit que c'était l'époque de l'explosion des plantes à fleurs et que les dinosaures se seraient littéralement empoisonnés en mangeant ces plantes à fleurs. Alors, toutes ces hypothèses ont été proposées par des gens très sérieux, mais quand on grattait un peu ces hypothèses, ça ne tenait pas la route, et puis il n'y avait aucune manière de prédire, de faire des prédictions. De dire, ah ben si ça s'est passé comme ça, les conséquences doivent être ceci, doivent être cela, et il n'y avait aucune prédiction vérifiable, quelle que soit l'hypothèse avancée. Et toutes ces hypothèses qui ont été avancées, oui, je vous passe l'hypothèse de certains créationnistes américains qui ont dit que Noé avait oublié les dinosaures dans son arche. Ça a été publié. Hein. Bref, toutes ces hypothèses étaient basées sur la certitude que la Terre a toujours fonctionné comme elle le fait aujourd'hui. Et c'est le grand principe du gradualisme, c'est-à-dire que les phénomènes géologiques se déroulent très lentement et qu'il faut des millions d'années pour que les bassins se remplissent, que les montagnes se forment, que les continents se séparent les uns des autres, etc. Alors c'est le principe du gradualisme par opposition au catastrophisme qui avait été évoqué à un moment par le grand Cuvier, mais que personne ne défendait plus. Donc en 1970, le catastrophisme était totalement écarté des scénarios possibles. Alors, on était arrivé à un tel point de désespoir que Dale Russell et Walter Tucker en 1971 ont publié un article dans la revue Nature, la plus prestigieuse. Et si l'extinction des dinosaures était due à l'explosion d'une supernova à une distance suffisamment proche du système solaire pour que l'irradiation par des particules de très grande énergie ait tué finalement pratiquement toute la vie sur Terre.
c'est un événement planétaire et non un événement local. Et alors, on a calculé, c'est assez facile à calculer, le tonnage d'iridium contenu dans la couche K, en considérant qu'elle est mondiale, et on trouve 500 000 tonnes. 500 000 tonnes d'iridium dans cette fameuse couche K, alors qu'il n'y en a pratiquement pas dans l'écorce terrestre. Donc ça, c'était, vous voyez, tous les sites qu'on avait trouvés au milieu des années 80, y compris les sites qui ont été forés au milieu des océans. Aux États-Unis, vous voyez, on en a trouvé plein dans la mer intérieure qui occupait le Middle-Ouest américain. En Europe, il y a plein de sites, vous voyez, mais il y en a aussi dans les Indes, en Australie, partout. Alors, à partir du moment où on connaît on peut calculer le tonnage d'iridium, connaissant la teneur d'iridium dans les météorites, il a été facile de calculer, et les Alvarez ont fait, que cela correspondait à une météorite d'environ 10 km de diamètre, qui pourrait contenir cette quantité d'iridium. Alors, à partir de là, les hypothèses ont commencé à être émises. D'abord l'hypothèse cosmique d'impact du météorite, ça c'est l'hypothèse que j'appellerais 1A, puis la 1B, c'est l'hypothèse d'une pluie de météorites. Par contre, on a trouvé d'autres cratères que celui dont je vais vous parler. Mais en même temps, on a vu émerger une autre hypothèse, l'hypothèse d'un volcanisme monstrueux qui s'est développé en Inde à peu près à la même époque. Et puis, les paléontologistes en particulier continuent à travailler sur l'hypothèse des variations de climat avec des arbres. Alors, à quoi ressemblait la Terre au Crétacé supérieur? Eh bien, elle avait cette allure-là. On reconnaît à peu près bien les continents, mais ils n'avaient pas tout à fait la même position qu'aujourd'hui, puisque l'océan Atlantique n'arrête pas de s'élargir avec le temps. Et là donc, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord s'étaient séparés déjà de l'Afrique et de l'Europe, mais les continents étaient beaucoup plus proches. Par ailleurs, l'Afrique était plus loin de l'Europe, vous voyez, et un océan qu'on appelait la Thétis, traversé en est-ouest, si vous voulez, faisait la jonction entre l'Atlantique qui était en train de se développer et un océan Indien qui était en train de se développer aussi. Et quant à l'Inde, elle était en train de migrer depuis l'Antarctique, elle s'était détachée de l'Antarctique, et elle était en train de migrer vers le nord, et elle allait bientôt s'engloutir dans l'Eurasie, quelques millions d'années plus tard. On remarque aussi qu'en bleu clair, ce sont toutes les mers épicontinentales, c'est-à-dire les transgressions marines peu profondes, car à la fin du Crétacé, il y a eu une transgression générale due sans doute à l'activité des torsades océaniques. Et donc, vous voyez, par exemple, la mer intérieure dont je vous parlais dans l'Amérique du Nord, mais on a la même dans l'Amérique du Sud. Une bonne partie de l'Afrique est sous l'eau, et toute l'Europe orientale également, comme vous le voyez ici. Voilà quelques caractéristiques de la répartition entre continent et océan à l'époque. Et tout ceci vient de l'éclatement du supercontinent qu'on appelait la Pangée, donc à la fin de l'ère primaire, qui s'est disloqué petit à petit jusqu'à la situation que vous voyez à droite. Alors là, je passe. Alors, l'hypothèse cosmique, c'est que au milieu des années 80, on en était à la situation suivante. Il y avait ces anomalies d'iridium, anomalies mondiales. Et alors, tous les paléontologistes freinaient des cas de fer en disant, bon, d'accord, il y a quelque chose, mais s'il y a un impact d'une météorite de 10 km de diamètre, il doit exister un cratère d'impact de 200 km de diamètre. Montrez-le nous, trouvez-le nous. Et alors à ce moment-là, ça a été la chasse aux trous. Dans le monde entier, des dizaines d'équipes sont parties à la chasse du cratère d'impact. On ne savait absolument pas où il avait pu tomber. Il y avait 2 chances sur 3 qu'il soit tombé dans l'océan, et donc très difficile à
trouvé. Et donc, une bonne partie de la communauté géologique était très sceptique sur le fait qu'on trouve ce cratère. Alors cette enquête, elle a duré une bonne dizaine d'années. Dès les années 80, on a commencé à chercher. Il a fallu attendre jusqu'en 1990 pour que finalement on le trouve, le cratère d'impact. Alors d'abord, on a commencé à regarder les 150 cratères d'impact connus. Car quand on regarde la surface de la Lune, on voit qu'elle est criblée de cratères qui sont très anciens. Et il n'y a aucune raison que la Terre n'ait pas été criblée de la même manière, d'autant plus que sa masse est beaucoup plus grosse, simplement à cause de la mobilité de l'écorce terrestre, de son resurfaçage et de la tectonique des plaques. Eh bien, la surface de la Terre se remodèle périodiquement et ces traces, ces cicatrices disparaissent, mais il nous en reste quand même un certain nombre, quelques-unes très anciennes et d'autres à travers les âges géologiques. Et bien sûr, on ne les connaît que sur les continents, car il y en a sans doute beaucoup au fond des océans, mais on ne sait pas les voir. Voilà par exemple le célèbre cratère, le météore cratère en Arizona, et celui-là il fait à peine 1,2 km de diamètre et il a 30 millions d'âge. Ça c'est le cratère de Manicouagan au Canada. Alors là, celui-là déjà plus sympathique puisqu'il fait 100 km de diamètre, mais son âge est de 200 millions d'années, donc beaucoup trop ancien, ça date du Trias. Et donc voilà quelques cratères bien connus, les plus gros qui ont 2 milliards d'années, autour de 2 milliards d'années, le Vredefort en Afrique du Sud, le Sudbury en Ontario au Canada. Alors Chicxulub, c'est celui qu'on va découvrir. Le Manicouagan, je viens de vous le montrer, 100 km de diamètre. Puis, il y a le Popigaï aussi, les Russes se sont excités un moment sur le Popigaï, mais lui, il est beaucoup trop jeune, il a 35 millions d'années. Et ainsi de suite. Et on va ainsi jusqu'à Rochechouart, vous voyez, nous on a un cratère d'impact, très peu visible malheureusement, mais ces brèches sont bien connues, ces brèches d'impact, et qui datent de l'époque du Trias, 214 millions d'années. Alors, pendant ce temps, pendant qu'on cherchait le cratère d'impact, eh bien, les preuves de l'impact s'accumulent. D'abord, dans la couche platée, on a trouvé de nombreux cristaux de quartz qu'on appelle choqués. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déformés à l'intérieur par tout un réseau de lamelles que vous voyez ici. Et les spécialistes des explosions nucléaires en particulier ont démontré que ce genre de déformation intracristalline ne peut être provoqué que par de gigantesques surpressions à la suite d'une explosion. Et en particulier, quand on a fait les premières expériences atomiques dans les déserts, eh bien, les roches autour des points d'explosion présentaient ce genre de déformation. Normalement, le quartz, quand vous le regardez au microscope, il est tout limpide, comme en haut. Mais dans la couche platée, beaucoup de quartz sont complètement déformés à l'intérieur par l'existence de surpressions gigantesques. Puis alors un autre élément, c'est qu'on a trouvé dans la couche platée de nombreuses petites gouttelettes millimétriques de roches fondues sous un impact. Vous voyez, ce sont des petites billes qui ont la composition, des compositions variées, sont souvent transformées en argile, et elles ont des compositions qui peuvent aller du granit au basalte selon les cas. En voici quelques-unes qui ont été récoltées, les unes aux États-Unis, d'autres au fond de l'Atlantique, d'autres dans les Caraïbes. C'est un phénomène assez général dans la couche platée. Et en plus, quand on regarde la taille moyenne de ces gouttes, eh bien, elles décroît en s'éloignant du golfe du Mexique. Donc ça, c'est très intéressant, parce que les tectites, comme on les appelle, de plus d'1 millimètre de diamètre, vous voyez, sont rassemblés autour du golfe du Mexique, et plus on s'écarte, plus le diamètre de ces gouttes diminue. Alors cela laissait supposer qu'il faudrait peut-être chercher du côté du golfe du Mexique.
Autre élément, les magnétites nickelifères, ce sont les spinels nickelifères, ce sont des tout petits minéraux qui cristallisent dans la croûte fondue des météorites quand elles tombent sur la Terre. Leur croûte fond et par une oxydation en traversant l'atmosphère, elles s'oxydent et cela donne la cristallisation de nombreuses petites particules de magnétites nickelifères que l'on retrouve en abondance dans la couche 4. Vous voyez, tous ces éléments allaient dans le même sens, ils allaient dans le sens d'une confirmation de l'idée de l'impact. Et puis est arrivé Alan Hildebrand. Alan Hildebrand, c'était un jeune doctorant canadien qui travaillait dans les Caraïbes et qui, lui, il cherchait le cratère d'impact. Et il a dépouillé tous les documents de l'époque qu'il a pu lire. Il a visité de nombreuses îles dans les Caraïbes. Et par exemple, ici à Haïti, il a récolté de nombreuses techniques que vous voyez là, les gouttes de verre. Mais il a trouvé aussi quelque chose de tout à fait fondamental. Il a trouvé les traces d'un tsunami géant dans beaucoup d'îles des Caraïbes et dans la côte nord-est du Mexique. Au niveau de la transition KT, au lieu d'une argile de quelques centimètres, il trouvait plusieurs mètres de sédiments complètement perturbés par visiblement des allers-retours de courants extrêmement violents qui ont été interprétés comme les restes fossiles d'un tsunami géant. Alors, si la météorite en question était tombée dans la mer, mais pas trop profond, et près d'un continent, eh bien cela pourrait expliquer d'une part la présence du quartz, parce que le quartz n'existe que dans la croûte continentale, et d'autre part, ça pourrait expliquer que l'impact a déclenché un tsunami géant qui a affecté toutes les côtes de la région du golfe du Mexique. Et puis finalement, il a trouvé le cratère. Alors le cratère de Chicxulub est un petit village qui est sur la côte du Yucatan au Mexique, vous voyez ici. Et alors quand vous êtes à Chicxulub, vous ne voyez rien parce que le cratère est enfoui sous 1000 mètres de sédiments tertiaires, c'est-à-dire postérieurs à un âge cratère. Et c'est par les méthodes géophysiques, les méthodes de gravimétrie sismique, que les pétroliers de la Pemex, les pétroliers mexicains, ont cartographié une structure enfouie sous 1000 mètres de sédiments circulaire de 130 km de diamètre à l'époque et qui avait vraiment une belle allure. Simplement, ça c'était dans les années 60 et 70 et les pétroliers ont foré la structure, ils sont tombés sur une espèce de roche volcanique bizarre, ils n'ont pas vu d'hydrocarbures et ils ont fermé les forages, ils sont allés voir ailleurs. Ils n'ont pas du tout essayé d'interpréter cette structure, ils ont pensé que c'était une structure volcanique et puis c'est tout. Mais les géologues pétroliers Camargo et Penfield sont revenus sur ce cratère en 1981 et dans un abstract d'un congrès technique pour les pétroliers, ils l'ont interprété comme une structure d'impact de météorite. Alors ce qui est complètement un peu aberrant, c'est qu'en 81, au moment où on commençait à chercher le cratère, eh bien, il y avait déjà une publication, un abstract de communication qui signalait la structure et qui l'interprétait comme un cratère d'impact, et personne ne l'a lu parce que c'était resté confidentiel entre pétroliers et les pétroliers ne s'étaient pas trop intéressés à la chose. Alors, il a donc fallu attendre 10 ans pour que Alan Hildebrand, à la faveur d'un congrès, rencontre ces deux gars-là, qui lui ont amené leur rapport et leur abstract, et Alan Hildebrand a dit est dans la masse de l'engin, mais ce qui compte là, c'est surtout le carré de la vitesse, car il arrive à une vitesse de plus de 100 000 km/h. Et donc, si on calcule, en gros, ça fait
plus d'1 milliard de bombes Hiroshima. Voilà, il y a des chiffres qui varient en fonction des hypothèses qu'on prend, mais enfin c'est quelque chose d'énorme et de difficile à imaginer de toute façon. Et alors en plus, comme la météorite est tombée à cheval sur la marge continentale, moitié dans l'eau, moitié sur le continent, eh bien ça a déclenché un énorme tsunami. On a calculé que la hauteur des vagues devait faire une bonne centaine de mètres. Et ce tsunami s'est répandu dans tout le golfe du Mexique. Il est remonté dans la mer intérieure des États-Unis. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y a des paléontologues qui ont découvert, ça date de quelques mois, un énorme gisement de fossiles à la limite KT, quelque part dans le nord du Middle West américain, où s'entassent des fossiles terrestres et marins complètement mélangés, et avec des débris de plantes, des débris de minéraux. Enfin bref, c'est visiblement le résultat du passage d'un tsunami. Alors en plus, les débris projetés dans la stratosphère redescendent partout sur les continents. Chauffés à blanc, ils allument des incendies de forêt gigantesques. Et la preuve, c'est que dans la couche KT, eh bien, on trouve des petites particules de suie. Ces particules de carbone qui résultent de la combustion des forêts implantées sur le continent, eh bien, on en trouve plein dans la couche KT. En plus de tout ce que je vous ai montré, il y a énormément de particules de suie. Vous voyez, par exemple, là, c'est en Nouvelle-Zélande, l'antipode de l'Europe. Vous avez le pic d'hélium dans la couche KT et puis un pic de particules de suie qui sautent. Alors on imagine tous ces brasiers allumés sur tous les continents, leur effet sur la faune. Alors un rigoureux hiver nucléaire, comme on dit, s'établit pendant des décennies parce que les poussières de l'impact, les fumées des incendies enveloppent complètement la Terre pendant des années. Et c'est d'ailleurs toutes ces poussières qui, en retombant lentement, vont former la couche KT. Et toutes ces poussières, finalement, vont réfléchir la lumière solaire et provoquer une obscurité générale à la surface de la Terre qui va empêcher les plantes de faire la photosynthèse et tous les écosystèmes vont s'effondrer les uns après les autres à partir du moment où les plantes dépérissent complètement, y compris le plancton végétal dans les océans. Alors ça, c'est l'effet à court terme, l'hiver nucléaire. Mais alors ensuite, à long terme, il y a un effet de serre dû à la permanence dans l'atmosphère d'énormes quantités de CO2 et d'anhydride sulfurique, d'anhydride d'azote, pendant des durées qui peuvent aller jusqu'à 10 000 à 30 000 ans. Et par ailleurs, la retombée de substances toxiques a provoqué des pluies acides qui ont certainement eu un énorme effet sur les faunes et les flores des océans et des continents. Alors, l'hypothèse 1B, est-ce qu'on n'aurait pas eu une pluie de météorites plutôt qu'un seul météorite? Il se trouve qu'on est en train de trouver un certain nombre de cratères. Le cratère de Boltish en Ukraine, celui de Shiva en Inde, celui de Silver Peak au fond de la mer du Nord. Il y en a un à Small Point dans le Maine aux USA, qui sont tous quasiment sur la limite KT, mais ils sont encore à l'étude. Et donc il faut rester prudent. Le mieux documenté, c'est celui de Boltish, qui a exactement 65 millions d'années d'âge, un diamètre de 24 km, le cratère, vous voyez, c'est beaucoup plus modeste que celui de Chicxulub, mais ça pourrait être un débris de la météorite si elle s'était fragmentée avant d'entrer en contact avec la Terre. Les autres sont encore à l'étude. Alors, l'hypothèse des impacts multiples plaît bien aux paléontologistes qui continuent à étudier couche par couche en détail les sédiments de la limite KT, parce qu'ils trouvent des intercalations de sphérules,
de gouttelettes de l'Inde dans des sédiments qui sont à plusieurs mètres sous la couche platée, vous voyez, qui est là-haut. Et donc il pense qu'il y a eu probablement plusieurs épisodes avec d'impact qui s'enregistrent dans la sédimentation par la présence de couches asphériques. Alors, maintenant, si on se déplace d'un autre côté de la planète et qu'on va voir du côté de l'Inde, eh bien, il se trouve qu'en Inde affleure une énorme province volcanique qui couvre la surface de la France sur 3 ou 4 km d'épaisseur de basalte, qu'on appelle les trappes du Décan, et qui ont un âge qui s'étale autour de 65 millions d'années. Au début, on pensait que ces énormes quantités de trappes avaient mis des dizaines de millions d'années à se mettre en place, mais les études récentes étaient très précises. On restreint, comme on va le voir, la durée de cet épisode. Alors, il se trouve qu'à l'époque, à la limite KT, l'Inde était justement en train de passer sur le point chaud de la Réunion actuelle. Comme je vous ai dit, elle s'était détachée de l'Antarctique, elle montait vers l'Eurasie, elle était en train de passer là, sur le point chaud de la Réunion, et là, visiblement, c'est là qu'un énorme panache de lave s'est mis en place. Alors, si je vous montre les paysages, là, c'est impressionnant. Voilà déjà la carte de toute la partie occidentale de l'Inde, avec les surfaces couvertes. La coupe verticale AB, c'est celle que vous voyez là, avec des successions d'ensembles de coulées, si vous voulez, qu'on a différenciées les uns les autres, et qui s'empilent les unes les autres. Et au fur et à mesure que l'Inde avance vers le nord, et ces couches s'inclinent vers le sud, et s'empilent les unes sur les autres, les plus récentes étant à droite et les plus anciennes à gauche. Alors, voilà les paysages des trappes de l'Inde. C'est impressionnant parce que on voit vraiment des milliers de couches de basalte très fluides qui s'empilent les unes sur les autres sur des kilomètres d'épaisseur. C'est absolument impressionnant et c'est surtout un phénomène totalement inconnu à l'époque historique. Et voici Vincent Courtillot, qui est un géophysicien de l'Institut de physique du globe de Paris, qui s'est attaché à dater précisément toutes ces coulées en les prenant une par une de la base au sommet. Et il a pu démontrer quelque chose de très important, c'est que la durée, si vous voulez, d'émission de ces laves ne dépasse guère 2 à 3 millions d'années, au lieu de 30. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'un géologue indien a retrouvé la couche KT en plein milieu de la pile volcanique. Vous voyez, elle est là. Elle est là, la couche KT avec son pic d'iridium, dans des sédiments d'un lac temporaire qui s'était développé sur des petites couches basaltiques aériennes. Alors, vous voyez ici une coupe schématique de tout cet empilement de lave. Et avec les années ici, donc si la couche KT est ici, on voit que le volcanisme a commencé bien avant, au moins 1 million d'années avant la chute de la météorite, mais qu'il a continué après à se développer pendant peut-être plusieurs centaines de milliers d'années. Alors sous la couche KT, dans certaines couches sédimentaires continentales, on retrouve des dents de dinosaures. Vous voyez ici, il y avait encore des dinosaures à quelques mètres sous la couche KT. On trouve aussi des mammifères, des poissons, des grenouilles. Là, on trouve des raies. Et par la suite, alors, tous ces animaux disparaissent. Et on va retrouver ensuite des microfaunes marines beaucoup plus haut. Alors, les résultats de l'étude de Vincent Courtillot et de son équipe, c'est que finalement, il y a 3 mégapulses volcaniques dans cette énorme pile. C'est une première phase
à 67 millions d'années, entre 68 et 67. En rouge, là, c'est la chute de la météorite. C'est la limite KT. Et nous avons un énorme épisode. Vous voyez, à un moment donné, c'est le volume du magma émis. Donc la première phase était assez modeste, mais alors la suivante est énorme. Vous voyez, ça fait des volumes gigantesques. Et ensuite, après une phase de rémission, ben, il y a eu un troisième épisode après la chute de la météorite. Donc en gros, la chute de la météorite est encadrée par un volcanisme vraiment monstrueux, hors d'échelle de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, et qui a émis dans l'atmosphère des quantités invraisemblables de poussière volcanique et de gaz, en particulier de l'anhydride sulfureux, qui ont certainement provoqué des changements climatiques très importants, qui ont certainement aussi commencé à déstabiliser les écosystèmes bien avant la chute de la météorite. Et donc là, nous sommes en train de voir qu'il y a en fait deux processus là qui se conjuguent. Il y a un événement volcanique très important qui commence à déstabiliser les écosystèmes, et puis la chute de la météorite, ça a été un peu comme un coup de grâce pour achever beaucoup d'écosystèmes déjà en perdition. Et puis le volcanisme a continué encore en accentuant encore ses effets. Alors, on explique ce volcanisme monstrueux par le fait que ces points chauds, comme on dit, ils viennent de très profond, ils viennent de la limite noyau-manteau à 3000 km de profondeur, et ils montent, c'est du manteau très chaud qui remonte en fondant et qui développe une sorte de champignon. On a pu reproduire ces formes en laboratoire en prenant des viscosités dont le rapport est le même que les viscosités du manteau froid et du manteau chaud. Et donc ce qui se passe, c'est que quand la tête du champignon arrive en surface, eh bien, le magma va sortir par des milliers de fissures pour former ce qu'on appelle un trap. Et ensuite, une fois que la tête est passée, eh bien, on n'a plus qu'un tuyau. Et donc un volcanisme beaucoup plus restreint et beaucoup plus ordinaire, comme ce qu'on observe actuellement à l'île de la Réunion. Alors les trappes en question, on en connaît un certain nombre, que vous voyez ici, bon, je ne vais pas faire de détails, mais il y en a un qui est très important, c'est celui de Sibérie, qui aurait couvert une surface double de celle des trappes indiens, et qui se place exactement à la limite Permien-Trias, à la fin de l'ère primaire, au début de l'ère secondaire. Et justement à cette limite, il y a une extinction en masse encore plus sévère que celle de la crise cotée. Là, à la limite primaire-secondaire, on estime que plus de 95% des espèces ont disparu, c'est-à-dire que la vie a failli être éradiquée de la surface de la Terre. Alors là, la liaison avec les trappes, donc avec ces volcanismes monstrueux, eh bien, semble assez évidente. Et enfin, l'hypothèse climatique continue à être travaillée par les paléontologues, comme je vous disais. Il est clair qu'il y a eu un réchauffement au Crétacé supérieur qui est sans doute dû au volcanisme justement des trappes indiens, et puis un refroidissement général tout à fait à la fin du Crétacé. Et ces variations climatiques, pour beaucoup de paléontologues, peuvent expliquer la disparition de pas mal d'espèces indépendamment de la chute de la météorite. On voit le pourcentage des familles retrouvées après la crise cotée. Par exemple, les requins et les raies ont bien résisté, puisqu'on en retrouve 80%. Les poissons osseux aussi. Les amphibiens, les tortues, les lézards, vous voyez, donc il y a des reptiles qui s'en sont tirés. C'est surtout ceux qui vivaient sur les continents, dans des eaux douces, dans des marais, dans les marécages, qui ont pu se planquer dans des trous, qui se nourrissaient de charognes surtout. Ceux-là ont survécu, les crocodiles aussi ont survécu. Mais par exemple, les grands plésiosaures marins dont je vous parlais, j'ai mis en rouge ceux qui ont disparu, zéro. Les dinosaures, zéro. Et les oiseaux ont été très fortement décimés, vous voyez, il n'en est resté que 21%, mais il en est resté suffisamment
se diversifier énormément. Et je voudrais rappeler que l'origine des oiseaux, eh bien, c'est certaines espèces de dinosaures à plumes qui ont commencé à voler, peut-être d'arbre en arbre. Et vous voyez, comme celui-ci, c'est un chinois, celui-là, qu'on a trouvé récemment. Et donc, quand on dit que les dinosaures ont disparu complètement, il faut peut-être mettre un bémol, parce que nos oiseaux actuels, d'après les spécialistes, proviendraient au départ de dinosaures à plumes. Et donc, ce sont les seuls qui auraient passé la crise cardiaque. Et puis alors, bien sûr, on a les placentaires, c'est-à-dire les mammifères, qui, eux, ont très bien, à plus de 80%, ont réussi à passer la crise. Voilà. Alors, il faut continuer à creuser toutes les hypothèses. Ça, c'est un dessin qui a été fait par un scientifique, à un moment où il avait envie de plaisanter un peu. Peut-être que les dinosaures ont disparu parce qu'ils ont un peu trop fumé de marijuana. Voilà. Je m'arrête là, en m'excusant d'avoir été un peu long peut-être, mais le sujet est riche.